Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour les codeurs et les codeuses, ravi de vous revoir dans cette quatrième vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette quatrième vidéo, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, comment créer une base de données et l'utiliser dans Windev mobile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Donc, je vais d'abord faire comme si vous ne saviez pas ce que c'est qu'une base de données. Donc, vous dire un petit peu comment on se débrouille pour la créer, de façon théorique. Je vais me poser la question, et vous aussi, quel type de base de données je vais choisir avant de commencer. Je vous montrerai les différentes possibilités et dans Windev et en dehors de Windev. Après, je vous montrerai l'exemple simple qu'on va faire. On va faire une base de données avec un seul fichier, une seule table qui concernera les étudiants. On mettra trois petites infos, quatre petites infos simples, le code de l'étudiant, son nom, sa ville et son pays. Et une fois qu'on aurait créé cette base de données simple, on va la remplir à la main comme un jeu d'essai par le codeur ou la codeuse que vous êtes. Vous allez voir qu'il y a un outil Windev qui le permet de le faire. Et après, on fera une application avec une fenêtre qui va interroger cette table-là, cette base de données-là. On lui donnera le code de l'étudiant ou son nom ou sa ville ou son pays et on affichera le ou les étudiants qui correspondront à cette recherche et on dira, vous voyez que ça marche et on finira cette vidéo. Alors allons-y pour une partie d'explication d'abord. Alors ici, la première chose que je fais en tant que codeur quand je vais utiliser une base de données, c'est de me dire quel système de base de données je vais utiliser. Quel système de gestion de base de données? On appelle ça un SGBDR. Chez Windev, on vous dit qu'on vous fournit le système qui s'appelle Hyperfile SQL, là à gauche, ou HFSQL. Donc c'est un système qui permet donc de créer la base, de pouvoir créer les fichiers, les tables à l'intérieur, et de pouvoir, par les instructions de Windev, interroger, interagir, modifier, supprimer les datas. Donc ça, si on choisit, c'est gratuit. Ici à gauche, je peux utiliser une base de données locale. Ça veut dire que la base de données, ça sera embarqué avec l'application sur le mobile d'un utilisateur. On utilise une base de données locale quand on veut que chaque mobile emportera avec lui sa propre base de données. Généralement, c'est parce que vous voulez stocker des données qui personnalisent l'application de cet utilisateur-là et que un autre utilisateur il aura ces données personnalisées différemment. Je prends un exemple simple. Si votre application doit donner les titres et les libellés dans des couleurs que l'utilisateur veut choisir, dans une police de caractère que l'utilisateur veut choisir, avec une taille spéciale, donc des choix personnels, on peut créer une base de données locale et la première fois demander, au premier lancement de l'application, demander à l'utilisateur de faire ses choix et on stocke la police de caractère, la taille, la couleur, etc. dans sa base de données à lui et ces infos seront différentes sur le smartphone, la tablette de quelqu'un d'autre. C'est un exemple. Si vous voulez par contre faire une base de données où les infos sont stockées avec tous les utilisateurs qui ont installé votre application, il vous faut une base de données distante. À ce moment-là, si vous restez avec le système de Windev, HFSQL, il vous faut une base de données qui est stockée sur un autre serveur, sur une autre machine distante, ou alors sur ce qu'on appelle le cloud. HFSQL, il vous dit, le PCSoft, il vous dit oui, ce serveur-là, soit vous vous débrouillez pour avoir une machine sur le réseau, donc une machine serveur, vous installez le logiciel serveur HFSQL qui est fourni par Windev, mais il faut que vous sachiez le configurer, il faut que vous sachiez l'administrer en mettant les accès avec des identifiants, des mots de passe, il faut penser aux sauvegardes, etc. C'est un travail d'administrateur de base de données. Si vous savez faire, il n'y a pas de souci. À la fin, il faut que vous fournissez à l'application Windev un nom de serveur sous forme d'adresse IP ou sous forme d'un nom
qui est unique, qui donnera l'accès au serveur à distance, il faut un identifiant et un mot de passe pour accéder à la base de données. Si vous voulez pas vous débrouiller avec ça, bah, il faut à ce moment-là payer un peu. Et PCSoft vous dit, j'ai deux solutions. Si vous voulez créer une base de données simplement chez moi, ça sera sur le cloud de PCSoft, l'éditeur. Et à ce moment-là, il vous donne deux solutions que je vais vous montrer. Donc, je vais basculer sur le web. Ici, il y a une première solution. Si vous tapez sur le web ceci, vous tapez HFSQL Drive. Donc, HFSQL, c'est le nom du système, le Drive. À ce moment-là, PCSoft va vous mettre à disposition. Donc, je vais cliquer sur le lien qui parle de ça. Je vais le trouver ici. Donc, vous allez tomber sur cette page-là. On vous fait une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Moi, je peux vous dire rapidement que vous pouvez stocker une ou plusieurs bases de données, mais vous stockez que les bases de données. Donc, c'est une solution unique, simple. Ça, vous vous abonnez en quelques minutes et après, une fois que vous avez votre inscription qui est validée, dans la journée, vous créez votre base de données, vous pouvez l'utiliser dans Windows. On vous dit ici en bas que ça commence avec 12 € par mois. Et après, ça peut être un prix différent parce que tout est fonction de la taille en octets que va prendre votre base de données. Plus elle est grosse, plus vous allez payer. Ça va dépendre de la vitesse d'accès à la base de données que vous demandez. Si vous voulez que ça soit extrêmement instantané et quelle que soit la taille de votre base de données, vous payerez forcément un peu plus cher. Voilà. Donc ça, c'est une première solution. Stocker les bases de données sur le Drive, mais que les bases de données. PCSoft vous dit il y a un autre système qu'on appelle ici, vous allez chercher sur le net. Sur le net, je vais taper cette fois-ci PCS Cloud, comme ceci. Comme ceci. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux sur une vidéo. Et je vais chercher donc ce site-là, pcscloud.net. J'arrive ici. Et là, on me dit que cette solution-là, elle est plus complète que le HFSQL Drive parce que vous pouvez stocker aussi vos bases de données. Donc, là, vous avez rien, vous occupez de rien. Le serveur, il est sur le cloud. C'est géré par les ingénieurs de PCSoft. La taille s'agrandit au fur et à mesure. Les sauvegardes sont faites. Les connexions réseau, c'est administré. Vous aurez un identifiant pour y accéder. Vous pouvez créer d'autres identifiants pour d'autres users. Vous gérez ça à distance avec un minimum de choses. Vous n'aurez qu'à gérer simplement qui accèdent à la base de données en créant des identifiants et des mots de passe. Mais vous pouvez, avec le PCS Cloud, héberger vos sites web développés avec l'outil WebDev. Vous pouvez, si vous faites des applications avec WinDev normal, les applications soit Windows, soit Linux, vous pouvez mettre les exécutables sur votre cloud aussi. Et à ce moment-là, les gens, ils auront le lien pour aller télécharger l'exécutable et ça tournera sur Windows, sur Linux. Vous pouvez mettre sur un store privé vos applications mobiles Android et iOS pour que les gens puissent venir les chercher si vous voulez pas les mettre sur le store de Google ou de Apple. Et ainsi de suite, il y a plein de choses supplémentaires. Donc là, il suffirait de cliquer sur tableau de bord et de faire créer un compte, remplir un formulaire. Dans la journée, dans la matinée, l'après-midi, vous aurez votre compte de créer et vous commencez à créer. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure d'une base de données parce que j'ai déjà un abonnement. Si par contre vous voulez accéder à une base de données pour une raison quelconque autre que celle de PCSoft, je vous ai cité à droite quelques exemples. MySQL, qui est un système gratuit qu'on trouve sur le web. Il y a plein de sites internet qui vous permettent de créer des bases de données de MySQL. Vous avez SQL Server de Microsoft, Oracle, DB2 d'IBM, AS400 d'IBM et plein d'autres tels que Sybase et autres. À ce moment-là, une fois que vous avez créé votre base de données sur d'autres systèmes, il vous faut avoir l'URL, l'adresse sous forme d'adresse IP ou une adresse donc sous forme d'un nom comme un nom de site web
qui permet d'accéder au serveur de votre base de données et vous faut un user et un mot de passe, un identifiant. Et à ce moment-là, il vous faut en plus avoir un petit logiciel qui fait l'intermédiaire, qui fait ce qu'on appelle en anglais le middleware entre l'application WinDev et ses bases de données. On les trouve sur le net, on trouve ODBC pour Oracle, ODBC pour SQL Server, pour MySQL. Et il y a aussi des drivers qui s'appellent OLEDB. Donc c'est à vous de les installer et aller dans les paramètres de Windows ou de Linux et de les configurer pour lui dire mon serveur distant il s'appelle comme ceci, ma base de données s'appelle comme cela, de façon à ce que on fasse un test dans Windev et on voit qu'on arrive à se connecter. Si vous voulez travailler toujours avec un système qui n'est pas le HFSQL, vous pouvez aussi, mais moyennant un achat chez PCSoft, ils vous donnent des composants qu'ils appellent les accès natifs. Donc vous n'aurez pas besoin d'utiliser ODBC ou LDB. Vous aurez donc un composant et il s'intégrera à WinDev et vous aurez juste à donner les informations telles que citées en bleu ici. Voilà donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base de données locale avec l'exemple de l'application mobile et vers la fin de la vidéo, je vous montrerai mon abonnement chez PCSoft, comment je vais créer une base de données simplement en quelques clics et je reviendrai dans WinDev vous montrer comment je vais m'y connecter. Alors, je continue ici. Les étapes qu'on va faire maintenant, parce qu'on va lancer WinDev, à gauche, je vais lancer un projet WinDev et je vais lui dire que je veux créer une base de données. Je vais donc créer les tables, mais en réalité, on va créer une seule table étudiant. On va la mettre là-dedans. On va créer la base de données réellement, faire une compilation pour que ça se crée. On va, une fois que notre base de données est créée avec la table étudiant, on a un outil dans WinDev qui s'appelle WDMap qui nous permet de visualiser le contenu du fichier créé, de la table créée, et on remplira 3 ou 4 étudiants à l'intérieur. Et en cinquièmement, on fait notre application Android avec une fenêtre et on va demander à interroger la base de données et montrer qu'on arrive à lire les données des jeux d'essai qu'on aurait fait, on arrive à les lire pour les afficher sur la fenêtre. Et puis à droite, donc comme je viens de le dire, je me répète, je vous montrerai comment je vais créer une base de données distante. Comme ça, vous saurez si jamais vous voulez avoir un abonnement et faire une base de données distante. Alors, l'exemple concrètement, c'est ça. Je vais prendre une base de données que je vais appeler de ce nom-là, BD Best WinDev. Vous pouvez l'appeler comme ça ou différemment. Je vais mettre une seule table dedans que je vais appeler étudiant, avec ces 4 colonnes, code étudiant, nom, ville, pays. Ce sont tous des types caractères, type texte. Avec certaines longueurs, c'est pas très important parce qu'on va pas rentrer dans le détail. Et je lui dis pour le code étudiant que c'est unique, ça veut dire que je voudrais que 2 étudiants n'ont pas le même code. Et puis les noms, la ville et le pays, je lui dis que il peut y avoir des étudiants qui ont le même nom, qui habitent dans la même ville, dans le même pays. Je lui dis que c'est des clés avec doublons. On appelle ça un index parce que je voudrais que lorsqu'on recherche par la ville ou par le pays ou par le nom, ça aille très vite. Ici, vous voyez le téléphone en bas, un smartphone. On va aller lire la base de données et puis rechercher les étudiants qu'on aurait créés. Voilà, donc le moment est venu pour lancer WinDev. Vous vous rappelez que j'ai décidé d'utiliser WinDev Mobile Express, qui est gratuit. Comme ça, tous ceux qui regardent la vidéo puissent télécharger cette version gratuite et suivre le cours. Si vous avez une version payante, ça marche aussi. Alors, ici, quand on lance, c'est toujours l'écran de bienvenue du lancement, le welcome, avec une publicité ou un événement. Je clique en bas à droite sur le bouton tester immédiatement pour rentrer dans Windows. Ici, les boutons que j'ai sur lesquels je suis en train de me balader, je vais choisir le bouton, le premier, qui est créer un projet. Quand je clique sur ce bouton créer un projet, je choisis application mobile, Android ou iOS. Il me dit si je veux une application qui génère dans les 2 plateformes, je lui dis uniquement Android, parce que nous, le but c'est base de données, on verra par la suite pour créer une application pour les 2. Suivant.
Oui, je veux créer un projet vierge, donc je laisse par défaut. Je veux créer une application que pour le téléphone. Je reviendrai sur comment faire pour que ça fonctionne bien sur téléphone et tablette. Je vais juste dire deux petits mots. Quand vous faites une application pour téléphone et tablette, le code que vous taperez, il est exactement le même. La seule différence, c'est que vous allez vous assurer que les champs ils soient un peu plus grands sur une tablette, un peu plus larges et bien distancés pour que sur la tablette, ça soit pas très minuscule. On appelle ça les agencements. J'ai promis de faire une vidéo là-dessus. Donc, application pour téléphone. Je donne un nom à mon projet. Je vais l'appeler. Alors, je vais voir si je ne l'ai pas déjà donné comme ça parce que des fois, je donne les mêmes noms. Je vais l'appeler WM4 comme le nom de la vidéo. Vous pouvez l'appeler différemment pour vous. Et je vais l'appeler ici création BD. Création de base de données. Donc, ce nom-là ou un autre. WM4 création BD. Donc vous pouvez laisser le chemin ici pour créer ce projet ou le contrarier. Je ne décris pas en français le projet, je fais suivant. Je n'ajoute pas des éléments, des fichiers tels que des images, des textes, des PDF, etc. Mon projet, j'en ai pas. J'utilise la charte de programmation. Rappelez-vous, mes objets, les fenêtres, les boutons, etc. seront préfixés avec 3 ou 4 lettres pour que tous les développeurs fassent pareil. On le laisse par défaut. Donc, je vais faire suivant, si ma souris veut bien. Ici, on nous donne des styles de fenêtres tout faits. On appelle ça une charte graphique ou un gabarit, un peu l'équivalent des styles des sites web dev. Vous prenez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. On reviendra plus tard sur d'autres vidéos là-dessus. Suivant. Donc, je prends celui-là. Est-ce que mon application va afficher les libellés et les textes en plusieurs langues si mon application se vend dans le monde entier? Je vous expliquerai dans une vidéo à venir, très prochainement, comment avoir plusieurs langues et comment, selon les utilisateurs, votre application va basculer du français en anglais, en arabe, en allemand, etc., etc. C'est très facile, on le verra. Pour l'instant, on le laisse en français. Est-ce que je veux créer une base de données? Oui, c'est le but de cette vidéo. Je laisse ce choix-là, je fais suivant. Il me dit comment j'appelle la base de données. Je vais l'appeler simplement ma BD. J'aurais pu l'appeler base de données facturation, base de données enregistrement, base de données bourse, base de données médicale, etc., etc. Je ne fais rien ici. Je fais suivant. Là, il va me dire où est-ce que vous allez mettre votre base de données parce qu'on est supposé utiliser une base de données de type HFSQL. Au départ, il commence par me dire est-ce que vous voulez la mettre sur le cloud de PCsoft de type HFSQL Drive. Je rappelle, sur ce drive-là, vous mettez que les bases de données. Ou alors, est-ce que vous voulez la mettre chez PCsoft sur PCS Cloud. Vous pouvez mettre vos bases de données et vos sites web et les applications mobiles, etc. Est-ce que vous voulez que la base de données soit distante, client-serveur, on dit, mais vous la mettez sur un serveur qui vous est personnel, que vous configurez vous-même, ou est-ce que ça va être une base de données locale? La base de données locale, avec la technologie de WinDev, c'est HFSQL classique. Sinon, vous le voyez, je peux lui indiquer que ma base de données, c'est une base de données externe qui est d'une autre technologie, SQLite, SQL Server Microsoft, SQL Azure qui est Microsoft mais sur le cloud, et plein d'autres que je ne vais pas citer. Donc, je reste sur ce choix HFSQL classique. Suivant. Et là, il va me dire, est-ce que vous voulez créer un nouveau fichier? C'est bizarre. Si vous avez déjà fait des bases de données et de l'SQL, le mot fichier peut paraître bizarre. Donc, restez comme ça sur cet assistant. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais basculer. Ici, je vais vous montrer que WinDev, ici, WinDev qui existe depuis maintenant 26 ans, 27 ans, quand la première version est sortie, on n'utilisait pas beaucoup les bases de données, on utilisait ce qu'on appelait les systèmes de fichiers indexés, et donc WinDev n'a pas changé la façon
de parler des data. Or, dans le monde SQL d'aujourd'hui, on parle de base de données, ça n'a pas changé. Mais on parle de, lorsqu'on fait un schéma de base de données, on parle d'un diagramme de base de données, on parle d'un modèle conceptuel de données MCD, MLD. WinDev, ils appellent ça analyse. Donc, quand vous verrez dans WinDev l'analyse, ça veut dire la description de votre base de données. C'est pas la base de données elle-même, c'est la description de la base de données, avec les tables et les index, les procédures, etc. Quand on crée une table dans le monde SQL, avec des lignes de colonnes comme c'était une feuille Excel, dans le monde de WinDev, on est resté avec le mot fichier, mais en réalité, c'est une vraie table aussi, sauf le terme qui n'a pas changé. À l'intérieur d'une table, nous, on va avoir une table étudiant ou fichier étudiant. Chaque étudiant aura une ligne avec son code, son nom, sa ville, son pays. Et ben, WinDev, il nous parlera d'enregistrement, mais passer de l'un à l'autre sans problème. Les colonnes, c'est les différentes informations qui décrivent un étudiant. On verra dans WinDev, il parle de rubriques. Et après, le reste, vous voyez, il y a les clés, c'est quelques différences de terminologie, mais pas très très grave. Les seules choses, si vous avez fait déjà de l'SQL, essayez de dire c'est pas grave, fichier ou table c'est la même chose, ligne ou enregistrement c'est la même chose, colonne ou rubrique c'est la même chose. Alors je reviens dans WinDev. Donc il nous parle de créer un fichier. Donc moi je vais parler que de fichier, mais vous pouvez traduire dans votre esprit c'est une table. Je fais suivant. Il me dit comment il va s'appeler le fichier, donc je lui dis étudiant au pluriel. Ça, c'est le nom qui va être sur le disque, donc dans la base de données. Et s'il est libellé, ça peut être un nom autre que le nom du fichier réellement. Moi, je laisse le même. Et là, il me dit pour vous une ligne de futur fichier, un enregistrement, au singulier, c'est quoi? Je lui dis c'est un étudiant, j'enlève le S. Là, il me dit, est-ce que vous voulez que WinDev vous crée une colonne avec des numéros automatiques? Donc, par exemple, ici, si je laisse ce choix-là, quand j'ajouterai des étudiants, j'aurai pas besoin de code, il va me créer des numéros qui se succèdent 1, 2, 3, donc incrémentés. On appelle ça dans le monde SQL auto-increment. Ou alors, je peux lui demander de me créer des identifiants, mais beaucoup plus gros avec des lettres et des chiffres. On appelle ça des UID. Nous, dans notre exemple, on veut pas, on veut créer notre propre code d'étudiant. Donc, je choisis aucun. Fais suivant. Il me dit, il confirme, est-ce que vous voulez vraiment faire cette table-là dans une table classique? Le choix, je le laisse par défaut, je confirme, je fais suivant. Et là, ça y est, il me donne une autre fenêtre où je décris ce que je veux mettre dans mon fichier. Donc, je commence par lui dire code, étude. Donc là, c'est le nom de la rubrique, c'est pas du français. Je mets pas code, espace, étudiant. Et si je fais avec mon clavier tabulation, il va me reprendre le même nom. Et là, je le fais que pour la première rubrique. Là, je peux mettre en français ici des noms courts et ici des noms en français parce que on peut générer une documentation de la base de données et les autres codeurs ils peuvent voir le nom en clair qui leur parlera plus. Donc ici, ma description c'est un code étudiant mais en informatique ça s'appellera code étude. Je veux que ça soit du texte, c'est-à-dire qu'il y aura des chiffres et des lettres si je veux dans le code. Et la longueur, je veux que ça soit par exemple 10. Alors je regarde ici les types. Les types, nous on met texte, mais regardez tous les types pour vos prochaines tables et bases de données. Il y en a plein. J'attire votre attention sur ce type qui est très intéressant. C'est pas celui qu'on va choisir, mais vous pouvez choisir plus tard. Le type de colonne son image binaire, c'est pour stocker des choses telles que les images. Par exemple, j'aurais pu dire, je vais garder la photo de l'étudiant. Ça peut être le logo d'une entreprise. Je peux même stocker des PDF entiers dans une colonne d'une table SQL, donc d'un fichier WinDev. Je peux stocker une vidéo, un son. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le monde SQL des bilobes, c'est des big data, c'est-à-dire que la taille n'est pas fixée à quelques octets, elle peut prendre des dimensions énormes ici. Donc, on verra aussi dans certaines vidéos comment on stocke des images ou des PDF à l'intérieur d'une base de données. Donc, je garde texte. La dernière chose que je vais dire sur le code étudiant, je veux pas que deux étudiants aient le même code. Donc, je sélectionne à gauche
ma ligne pour qu'elle devienne bleue, et je viens ici au milieu lui dire clé unique. Donc c'est l'équivalent du unique key ou de primary key pour ceux qui connaissent SQL. Et si je lui dis maintenant rapidement, je veux nom étude, c'est le nom de l'étudiant. Je vais pas, pour aller vite, je vais pas mettre étudiant moi-même en français. Il faudrait le faire dans une vraie application professionnelle. Je lui dis que la longueur est 50. Alors attention, le nom de l'étudiant, j'ai laissé 50 là-haut, je remonte. Je lui dis que je veux que ça soit 10 simplement. Donc le code étudiant, longueur 10. Et le code, il peut faire 10 caractères maximum. Le nom de l'étudiant, par contre, je veux que ça soit, je choisis la ligne en bleu, clé avec doublon. Alors, clé avec doublon, vous voyez la petite clé, elle est en double, là-haut, elle est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon application mobile, je vais rechercher les étudiants par le nom. Si ma table étudiant contient des centaines, voire des milliers, voire des millions de lignes, lorsque je chercherai sur le nom, c'est mieux de mettre une clé avec doublon, c'est-à-dire que les deux étudiants peuvent avoir le même nom. Ça accélère la recherche. Si vous recherchez sur une colonne, mais que la colonne n'est pas soit clé unique, soit clé avec doublon, la recherche peut être très très longue. On va faire pareil pour la ville. Ville étudiant, ville étude. Je l'appelle ville étude. Je changerai pas la description. C'est 50 aussi. Je sélectionne à gauche. Je dis que c'est une clé avec doublon. Et enfin, je vais choisir aussi que l'étudiant a un pays. Je vais marquer juste PAY études. Je fais tabulation pour qu'il aille plus loin. Je laisse aussi à 50. C'est des tailles très grandes, mais c'est pas grave. Je sélectionne. Je lui dis aussi clé avec doublon. Dans notre application, on cherchera par le code qui est unique, ou par le nom, ou par la ville, ou par le pays. J'ai fini d'écrire mon fichier, ma table. Je vais donc chercher le bouton en bas. OK. Donc pour ça, je vais cliquer sur le haut de la fenêtre et je la glisse pour que je vois le bas. Je vais encore chercher le bas en cliquant ici jusqu'à voir le bouton OK. Je clique sur OK. WinDev croit que j'ai fini d'écrire la base de données. Il me propose si je veux commencer à créer les fenêtres, c'est-à-dire la partie design. Moi, j'ai pas fini avec la base de données. Je lui dis, je ne fais pas ça tout de suite. Donc, je vais simplement fermer cette fenêtre avec la croix en haut à droite, la croix rouge. Alors, je reviens ici. Donc, si vous créez dans Windows la première fois une base de données, c'est la première fois que vous voyez ce schéma. Donc, on appelle ça l'éditeur de l'analyse, c'est-à-dire le schéma de la base de données, traduisez. Regardez l'explorateur à gauche. L'explorateur, maintenant, il me montre pas mon projet avec les fenêtres, tout ce qui est design. Il me montre maintenant ma base de données, parce que je l'ai appelée ma BD. Et tout ce qu'on peut faire avec une base de données, je peux faire une connexion si ma base de données était distante. Je peux configurer la connexion. Et ici, tout en bas, je vois que le fichier graphiquement qui s'appelle étudiant, je l'ai aussi dans l'explorateur. Il y a une petite flèche que je peux dérouler. Et là, je vais voir que les différentes rubriques de mon fichier étudiant, je peux approcher la souris et je peux regarder de nouveau que c'est de type chaîne ou texte, 10 caractères, etc., etc. Si j'ai besoin de rajouter ou modifier quelque chose dans mon fichier, je double-clique sur l'entête et je reviens dans la description. Donc, je ferme. Alors, quand on veut créer une base de données avec des fichiers, soit je les crée pour la première fois, soit je les modifie, il faut 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on vient de faire, je décris un fichier. La deuxième étape, il faut compiler, Windows il dit générer l'analyse, c'est-à-dire qu'on vérifie que ce que vous avez décrit, il n'y a pas d'incohérence. Nous, on a un seul fichier, mais on aurait pu avoir plusieurs fichiers avec des relations entre elles. Il faut qu'il vérifie les relations, les clés, etc. Donc, cette deuxième étape, on l'a fait comment? Eh ben, on vérifie là-haut qu'on est dans l'onglet analyse. Il est là. Et dans l'onglet analyse, il y a ici une liste à dérouler dans laquelle il y a l'option génération. C'est cette option-là que je vais prendre. Je fais génération et il se passe rien. Il se passe rien parce que il ne réagit que lorsqu'il y a un problème ou alors vous avez modifié un fichier parce que vous avez rajouté une colonne. Il vous donnera un message qui dit que il va réellement modifier la base de données qui existe avec les données, va rajouter une colonne, etc. Nous, on a généré pour la première fois, il se passe rien. Mais alors, allez avec moi sur l'explorateur de Windows. Je vais basculer sur un explorateur de Windows.
Je vais chercher où est-ce qu'il est ma base de données. Ma base de données, mon projet, pardon, il s'appelle. Alors, comment je vois ici, pour que vous compreniez, si je cherche sur Windows où il est le dossier de mon projet, je regarde là-haut. Comment il s'appelle mon projet? Le titre de la fenêtre de WinDev, la plus haute, j'ai mon projet qui s'appelle WM4 Création BD. Donc, je connais son nom. Si j'ai perdu le chemin, je me rappelle plus, à ce moment-là, vous allez dans l'onglet projet, vous allez cliquer sur le bouton description, et description vous donne le chemin où se trouve votre projet. Comme ça, nous, on va aller le voir. Donc, chacun voit le chemin. Donc, moi, il est sur le C, mes projets. Donc, je vais aller ici, sur le C. Je vais aller dans mes projets mobiles. Et j'ai ici, donc, création BD, celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Quand vous rentrez dans le dossier de votre projet, vous allez aller dans le dossier qui s'appelle Exe. Il est actuellement vide. Et c'est ici qu'il va y avoir les différentes tables de ma base de données. Actuellement, il n'y a rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que ici, dans WinDev, on me dit qu'il y a un fichier étudiant. En réalité, il n'y a pas le fichier sur le disque. Il y a juste la description. On l'a créé, on l'a généré pour qu'il vérifie comme une compilation que tout va bien. Maintenant, comment il le crée? Il faut qu'on ajoute une instruction dans WinDev qui lui dit, parmi tous les fichiers que vous voyez dans le schéma, nous on n'en a qu'un seul, si on a un qui manque, s'il vous plaît, créez-le pour la première fois. Mais s'il est déjà créé, vous ne le touchez pas. Comment on fait ça? Bon, on va trouver un endroit de mon projet pour que ce soit cet endroit, le code qui s'exécute au lancement de l'application. Quand vous lancez votre application, vous voulez faire quelque chose avant même qu'on voit la première fenêtre. On appelle ça le code du projet. Où est-ce que vous le trouvez? Regardez, là où je bouge, il y a un P comme projet. Je clique droit sur ce P-là et j'ai ici code de l'élément, c'est-à-dire code du projet. C'est pas le code d'un bouton, c'est pas le code d'une fenêtre, c'est le code du projet. Je fais ce choix-là, code de l'élément. Et vous voyez ici, quand il dit initialisation de WM4 création BD, c'est le nom de mon projet. Donc cette partie du code ici, initialisation, je peux mettre un code qui va s'exécuter automatiquement dès que je lance l'appli. Et moi, c'est l'idéal pour lui dire vérifier si un fichier manque. Donc ici, je vais marquer vérifier si un fichier, traduisez table de ma BD n'existe pas. Alors, le créer. Alors, on a une instruction qui est très simple. Les instructions qui travaillent, donc les commandes, les fonctions de WinDev, du W langage, le langage de WinDev, qui accède aux bases de données, commencent tous par H comme hyperfile. Donc, je fais H, création, vous suivez avec moi. Et vous voyez là, il me propose des solutions. H, création. Il me propose des solutions. Et j'ai une solution qui est en français très parlante. Si vous oubliez le H, vous lisez que le reste. Création, c'est inexistant. C'est une instruction qui va dire vérifier le fichier que je vais vous donner s'il n'existe pas. Vous le créez sur le disque. Donc, je choisis ce deuxième choix. Et là, l'aide, elle me dit, vous avez un fichier étudiant. Vous pouvez dire, vous voulez vérifier que pour le fichier étudiant. Et dans ce cas-là, je choisis ça. Vous voyez, ici. Mais si je veux le faire, imaginez que ma base de données elle a 300 tables, 300 fichiers. Je ne veux pas le faire H-création pour chaque fichier. On me dit, vous pouvez prendre ce choix-là qui est étoile. Donc, je choisis tous les fichiers, étoile. Et vous traduisez qu'il va regarder tous les fichiers de la base de données, un par un. Et cette instruction va dire, dès qu'il en manque un, je le crée. OK, donc je sauvegarde, je fais un CTRL S. Maintenant, est-ce qu'il l'a créé réellement? Je regarde ici. Dans mon projet, dans le dossier exe, toujours rien. Maintenant, pour qu'il le crée, il faut que j'exécute mon projet. Mon projet ne contient pas de fenêtre ni rien. Je vais quand même l'exécuter, il ne se passera rien. Mais en réalité, en cachette, il va créer le fichier. Comment je vais exécuter? Je vais aller dans les Go, en haut. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Vous voyez là, je cherche un Go qui fait exécuter ou débugger le projet.
J'ai la possibilité de débugger sur un mobile, j'en veux pas. J'ai une solution débugger sur un simulateur. Moi, j'ai le simulateur Galaxy S10. Vous, il vous parlera d'un simulateur générique ou d'autre chose. C'est pas grave. Vous lancez ça. On fait Go. Il me dit attention, ça va pas afficher la même chose que sur un téléphone. C'est pas grave, je fais fermer. Et là, vous voyez, on a eu en quelques secondes un téléphone qui s'est affiché, mais comme il n'y a pas de fenêtre, il est revenu. Mais en réalité, il a fait quand même cette instruction. Regardez maintenant sur l'explorateur de Windows. Au même endroit où il n'y avait rien, vous avez maintenant, alors on s'attendait à avoir un seul fichier, on a deux. Ça veut dire qu'il y a une base de données de chez WinDev, c'est une base de données chez le développeur, c'est un fichier par table. En réalité, il y en a plusieurs. Ce fichier-là qui est ici avec le type fichier de données, c'est ce fichier-là qui va contenir les datas que vous allez rentrer dans le fichier. Ce deuxième fichier qui porte le même nom, il appelle l'index, c'est parce qu'on a des clés, et on a des clés uniques et doublons. À ce moment-là, il crée un deuxième fichier qui va stocker des informations sur comment se balader dans la table quand vous faites des recherches. Si on avait sur nos étudiants des photos ou des vidéos ou des choses comme ça, il y aura un troisième fichier qui s'appelle étudiant qui lui va stocker ce type de données qui sont des données longues, binaires, de type vidéo, image, PDF, etc. Donc voilà, en 3 étapes, on a notre fichier. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc là, j'ai le code de mon projet, j'ai ma base de données, vous voyez les onglets, rappelez-vous. J'ai plus besoin de mon code de projet, donc je vais venir ici, et la petite croix en haut, je vais cliquer dessus pour que ça ferme le code. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer par remplir mon fichier par un outil donné dans WinDev qui permet au développeur de remplir ou de modifier les datas d'un fichier sans faire de codage, sans faire des fenêtres avec formulaire, etc. Alors, on va aller dans le menu outils, là-haut, là où je tourne la souris. Vous allez chercher avec moi, il y a plein d'outils ici, on en parlera au fur et à mesure des vidéos. J'ai un outil qui s'appelle WDMap. C'est un outil qu'on appelle le visionneur ou le visionneuse de data, du contenu du fichier. Je clique dessus, il s'affiche, voilà, WMap, une fenêtre nouvelle, et en dessous, j'aurai la liste de toutes mes tables, de tous mes fichiers. Ici, j'oublie requête SQL, j'ai étudiant, je choisis étudiant. Et là, il me montre les datas, mais comme j'ai rien, donc j'ai un fichier vide. Et j'ai ici en haut à droite le nombre d'enregistrements, c'est-à-dire le nombre de lignes actives. Je commence. Donc le numéro d'enregistrement, vous ne rentrez rien dedans. Je vais commencer à remplir les lignes. C'est le système qui numérote les enregistrements 1, 2, 3. Nous, on commence à code étudiant. Je vais appeler par exemple ici Ben S1. Vous rentrez avec moi, vous rentrez les noms que vous voulez. Par exemple, je vais rentrer Ben Sliman. Et ici, dans ville, je vais marquer, par exemple, en majuscule, Casablanca. Je vais marquer dans ville, Maroc. C'est tout. Donc, j'ai créé un étudiant avec ces informations-là. Je clique sur la ligne en dessous. Je vais marquer ici Mac R1. J'invente des codes. Je vais marquer ici Mac Ronald, par exemple. Je vais marquer New York. Je vais marquer USA. Je vais marquer ici Olive 1. Je vais marquer ici Oliver. Et je vais marquer ici Dakar, Sénégal. Je vais rajouter maintenant des gens qui portent le même nom. Par exemple, je vais rentrer un deuxième Olive. Donc, je vais marquer Olive 2. Je vais dire qu'il s'appelle en réalité Olivier, cette fois-ci et pas Oliver. Olivier Diarra. Et je dis qu'il est aussi à Dakar.
il est aussi au Sénégal. Je vais faire un dernier nom ici. Par exemple, je vais marquer dupe 1. Je vais marquer ici Dupont. Je vais marquer Paris et France. Voilà. Pour l'instant, on se contente de ces 5 étudiants et je peux cliquer n'importe où ici. Vous voyez que c'est le système qui génère les numéros de 3, 4. Cette fenêtre, je peux la fermer ou je peux la réduire pour aller la voir plus tard. Je la réduis avec le petit moins. Et nous, on revient dans notre projet. Maintenant qu'on a une base de données ici, regardez l'explorateur à gauche. Je peux continuer à voir ma base de données ou je peux, tout en bas, cliquer sur l'onglet qui représente le projet. Donc, je peux passer de l'onglet base de données à l'onglet projet. Donc, ici, je passe à projet. J'ai pas besoin de continuer à voir ma base de données. Donc, je vais prendre l'onglet qui est en orange ici, qui s'appelle ma BD, et je clique sur la petite croix pour fermer. Alors, je vais maintenant dans l'explorateur de projet et dans le dossier fenêtre, lui dire je veux créer une nouvelle fenêtre. Donc, je clique droit sur le dossier fenêtre et je fais une nouvelle fenêtre. Et je vais donc afficher de nouveau un assistant qui me dit est-ce qu'on peut vous aider à faire une fenêtre déjà pré-remplie qui servira à une connexion, à propos, etc. C'est là où Windev est très fort par rapport à d'autres plateformes, c'est que il me mâche le travail si je veux pour ne pas être obligé de tout coder, tout designer pendant des heures et des heures. Moi, pour le besoin du cours, on va descendre pour prendre simplement une fenêtre vierge dans les choix. Donc, je prends celle-là, je fais OK. Il me dit comment je vais appeler ma fenêtre. Je vais l'appeler Fen BD, par exemple. Le Fen, vous voyez, c'est la charte de programmation. Il me préfixe mes fenêtres par Fen. Je peux l'effacer, mais c'est bien d'appeler les fenêtres toujours par le même début, le même préfixe. Et le titre là-haut, je dirais ici ma BD. C'est le titre de la fenêtre. Je l'appelle par exemple ici. La fenêtre s'appelle Fen BD, mais le titre que voit l'utilisateur, ça c'est le nom informatique. Je peux utiliser en programmation pour agir sur la fenêtre. Ça, c'est ce que voit l'utilisateur sur son mobile. Alors, je fais OK. Vous voyez ici, il y a ma BD. Alors, ici, cette action barre, selon le design, la charte graphique que vous avez utilisée, il n'est pas de la même couleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir rechercher dans la base de données des étudiants. Je vais donc donner à l'utilisateur un champ de saisie. Donc, je vais dans les onglets ici, je cherche l'onglet création. Et dans l'onglet création, je vais chercher parmi les possibilités ici, à gauche, je déroule la liste des saisies. Et je prends le premier champ de saisie. Vous voyez qu'il y en a plein de différents formatés. Je prends le premier saisie qui s'appelle saisie simple et je le tire et je l'amène dans ma fenêtre. Je rappelle qu'ici, dans ma vidéo jusqu'à maintenant, je ne m'occupe pas du tout du design. On a des fenêtres qui sont moches, qui sont pas forcément bien designées. C'est pas ça qu'on donnera à l'utilisateur final. Le design, on peut le faire au fur et à mesure ou après. Ici, moi, je reste concentré sur la fonctionnalité utiliser une base de données. Donc, je ne vais pas donner des looks très très jolis à mon application. Je verrai ça plus tard. Je peux déjà tester ça. Rappelez-vous, si je veux tester que la fenêtre que je suis en train de faire, il y a 2 boutons Go en haut. Le bouton Go à gauche, ça teste que la fenêtre que vous voyez. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur le Go. Alors, cette fenêtre-là qui me dit à chaque fois, attention, simulateur, je vais dire ne plus l'afficher. Je vais cliquer sur la petite croix là. Fermé. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je peux taper des choses. Voilà un champ de saisie, OK. Et je ferme le simulateur avec la petite croix en haut à droite. Ce que je veux ici, c'est que le texte soit pas texte. Je veux marquer rentrer un critère. Donc, je vais faire clic droit ou je double-clique sur le champ où je fais clic droit et je choisis description. Ce champ de saisie, je vais l'appeler SAI recherche.
SAI comme CISI. Et là, je vais marquer critères étudiants, parce que le même champ, je vais l'utiliser pour taper soit un code, soit un nom, soit une ville, soit un pays. C'est un choix comme ça parce qu'on veut faire un exemple simple ici. Je l'appelle critères étudiants et je fais appliquer OK. Vous voyez, le titre a changé. Maintenant, quand l'utilisateur va taper soit un code, soit un nom, il faut que j'ai un bouton sur lequel l'utilisateur appuie pour que je puisse aller chercher dans la base de données. Alors, on va créer donc un bouton. Je vais retourner dans l'onglet création et cette fois-ci, je vais dans la liste des boutons et je prends un bouton. Là aussi, vous voyez qu'il y a plein de boutons qui peuvent être jolis, moins jolis. Je prends le premier simple ici parce qu'on ne cherche pas toujours le design. Je double-clique ou je fais clic droit description. Je préfère double-cliquer. Je vais l'appeler bouton chercher par code. Voilà, chercher par code ici. btn underscore chercher par code. Et ce que l'utilisateur va voir, je marque ici chercher étudiant par code. Étudiant par code. Voilà. Je fais appliquer en bas. OK. Je vais agrandir mon bouton pour qu'on voit sur une seule ligne le texte. Je vais un tout petit peu le centrer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire lorsqu'ils vont rentrer un code d'étudiant ici? Je veux aller chercher dans la table étudiant, dans le fichier étudiant, s'il y a un étudiant avec ce code-là, et je veux l'afficher dans quoi? Eh ben, mon exemple est simple. Je vais faire une liste déroulante, à dérouler, pardon, ce qu'on appelle en anglais une combo. Et cette combo, c'est pour la remplir soit par le nom d'un étudiant ou par le nom de plusieurs étudiants, si jamais je cherche par ville ou par pays. Et je vais afficher aussi combien d'étudiants j'ai trouvé. Donc, je vais d'abord mettre un libellé, c'est-à-dire un texte non modifiable qui affiche combien d'étudiants on a trouvé. Donc, dans l'onglet création, prenez la liste qui s'appelle libellé et prenez le premier choix, libellé simple. On le pose ici. Ce libellé simple, je vais tirer sur les petites poignées pour l'amener au même hauteur que le bouton. Voilà, j'ai des petits trucs rouges qui me disent comment encadrer. Je vais aussi le tirer pour qu'il soit aussi large. Et je vais faire quoi? Je vais double-cliquer dessus pour ouvrir la fenêtre des propriétés. Je change juste le nom informatique. Je l'appelle Libre Recherche. Et ici, le libellé que je vais afficher, ce que voit l'utilisateur, ça va être quelque chose qui est modifié par programmation. Je mettrai un étudiant, 2 étudiants, 3 étudiants, selon le nombre d'étudiants que j'ai trouvé. Moi, je vais mettre 3 petits points parce que ça sera modifié par programmation. Et je veux que le texte que j'affiche dans ce libellé qui s'appelle les recherches, je veux qu'il soit en rouge et en gras. Je vais donc, rappelez-vous que cette fenêtre de description des objets, ici c'est un libellé, l'objet, le champ, elle a des onglets qu'on appelle les 7 onglets. En général, j'ai choisi le nom et l'affichage de l'utilisateur. J'ai l'onglet style. Et ici, sur le libellé qui s'affiche, je vais lui dire, je veux que la couleur de police soit rouge. Donc, je choisis le rouge ici. Et je lui dis que je veux que ça soit gras, comme on le fait dans Word. Et je fais appliquer. OK. On voit pas trop ici pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je veux que le texte soit centré. Je double-clique de nouveau pour revenir dans la fenêtre. Vous allez avec moi remonter dans l'onglet qui s'appelle UI pour l'interface graphique, User Interface. Et je lui dis que le texte, ici, le cadrage, il s'affichera centré horizontalement. Voilà. Clac et clac. Maintenant, je vais rajouter une liste à dérouler, une combo en bas qui contiendra le résultat de la recherche. Je vais toujours dans l'onglet création et là, je vais dérouler la liste qui s'appelle combo et j'ai différentes combos qui peuvent être déjà remplis
ou pas, par exemple les messieurs, mesdames, etc., les années, où je prends une combo vide. Je prends la première combo simple et je l'amène ici, en dessous du libellé. Voilà. Cette combo, je vais la personnaliser, je vais double-cliquer dessus pour qu'elle me donne sa description. La seule chose que je veux changer, c'est le nom, parce que par programmation, je vais l'utiliser. Donc, je vais l'appeler combo étudiant au pluriel. Le libellé, je l'enlève, je mets rien. Ce sera une combo qui n'a pas de titre, mais qui aura un contenu. Si je voulais faire une combo avec des données fixes, je remplirai ici, monsieur, madame, etc. Moi, je veux le faire par programmation, je ne fais rien. Je fais simplement appliquer, OK. Voilà. Alors, je teste comme ça sans coder quoi que ce soit. Je refais le Go en haut à gauche, qui teste la fenêtre active. Je vois ce que ça donne. Je peux taper des choses. Le bouton, c'est cliquer, mais j'ai rien fait comme code. Ici, le libellé, je peux pas cliquer parce que c'est pour l'affichage. Et ma combo, je peux la dérouler en cliquant dessus, ou sur un vrai téléphone en mettant le doigt, mais elle est vide. OK, je ferme le simulateur, bouton en haut à gauche. Je perds un peu ma voix, parce que je suis le seul à parler depuis tout à l'heure. Alors, on va commencer. On va mettre du code ici. Donc, pour faire le code sur un champ, je sélectionne le champ et je fais clic droit, code, ou alors vous voyez avec un raccourci F2. Donc ici, on me dit qu'est-ce que vous voulez faire si l'utilisateur appuie sur le bouton, ou là, le développeur clique sur le bouton sur le simulateur. Alors, je vais marquer ici, rechercher un étudiant, parce que un code, je ne peux trouver qu'un étudiant par son code. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ici, je sais que ne bougez pas, restez comme ça. Je vais vous remontrer le contenu de la visionneuse WDMap de nos étudiants. Il n'y a pas un code qui est le même parmi ceux-là. Sinon, il va me dire c'est pas possible parce que le code il doit être unique. Moi, s'il tape un code, je sais que je trouverai soit un seul étudiant, soit rien parce qu'ils n'ont pas tapé un code parmi ceux-là. Alors là, je vais chercher donc un enregistrement et un seul, et je le trouve ou je le trouve pas. On me dit, dans ce cas-là, ça serait complètement déconseillé d'essayer de parcourir tout le fichier d'étudiants et à chaque fois comparer est-ce que le code est celui qu'on a donné en CISI. Si je devais faire ça, mais c'est déconseillé, je ferai une boucle qui s'appelle pour tout. Je donne le nom de mon fichier étudiant et à l'intérieur de ça, je fais si ou if et je commence à tester est-ce que le code de l'étudiant, et à chaque fois, le pour tout, c'est la boucle for dans les autres langages, il va me donner un étudiant à l'intérieur du pour, et pour chaque étudiant, je teste est-ce que le code est bon. S'il est bon, je l'affiche, sinon, je laisse la boucle se faire sur le suivant. Mais imaginez que j'ai 10 000 étudiants. Ça va prendre du temps. Imaginez que j'ai 1 million d'étudiants. Ce sera extrêmement lent. Alors, on a une instruction qui va chercher directement et rapidement un seul enregistrement. Cette instruction, elle s'appelle Ashley. Alors, H comme travailler sur une base de données. Recherche. Il y en a plein d'instructions sur les bases de données qui commencent par H quelque chose. Il me dit quel est le nom de l'étudiant sur lequel vous voulez travailler. Je commence à taper le début étudiant, il me le suggère. Je fais virgule parce qu'il faut que je lui donne plein d'informations. Je veux rechercher sur quelle rubrique, sur quelle colonne qui serait une clé. J'ai la clé, il me propose toutes celles qui sont clés uniques ou clés en doublon. Moi, c'est le code étudiant. Maintenant, il me dit, mais vous cherchez quelle valeur? Je lui dis ce qu'ils ont tapé. Vous savez que notre champ de CISI s'appelle SAI recherche. Donc là, je me rappelle facilement de mon champ de CISI parce qu'ils sont tous préfixés par SAI. Je choisis sans taper. Et maintenant, il y a un dernier paramètre qui dit est-ce que vous cherchez un étudiant qui est exactement le code qui a été CISI? C'est ici l'option identique, si vous oubliez les H, soit
je recherche plus ou moins pareil, et je peux aussi, quand je recherche, bloquer ou pas bloquer l'étudiant. Les autres applications ne peuvent pas le lire. Moi, je vais dire simplement, je cherche un étudiant dans la table étudiant qui saurait exactement quel même code identique à ce qu'on a tapé ici. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je veux savoir est-ce que j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Si j'approche ma souris de cette fonction les recherches, je vois ici une aide sous forme de bulle qui me dit que vous aurez un résultat quand cette instruction sera exécutée qui est booléen, vous recevrez vrai ou faux. Si je mets mon curseur au milieu, rappelez-vous, je peux faire F1 au clavier, j'irai carrément sur l'aide de WinDev sur l'internet. Ils me disent, je les recherche. Je peux utiliser l'anglais si ça me chante. J'utiliserai à la place les recherches HReadSeek. Et je lis tout le détail. J'ai des exemples. Soit je fais en dessous si trouvé. Donc il y a cette syntaxe-là. Je peux faire un si ou un if. Et trouvé, c'est-à-dire trouvé. Il a trouvé un étudiant, qu'est-ce que je fais? Sinon, il n'a pas trouvé ce que je fais. Ou alors, il y a une autre solution. C'est que je fais d'une façon très courte, je fais un si sur toute l'instruction et je lui dis est-ce que tu renvoies vrai ou est-ce que tu renvoies pas. Donc je vais faire avec vous cette syntaxe-là. Je vais précéder mon instruction par un si. Et je vais marquer ici égal vrai. Alors, il suffit que je fasse Enter pour qu'il me fasse le fin. Alors cette écriture qui est très courte et très ramassée, vous la traduisez comme ceci. Il va commencer par faire ça. Il va commencer par chercher dans la table étudiant un étudiant qui aura un code égal, exactement égal à ce qu'on a tapé dans le champ de saisie. Et s'il trouve, il me met vrai. Et dans ce cas-là, mon test, il va passer là. Sinon, il va passer dans le sinon. Alors moi, qu'est-ce que je fais ici? Ici, si jamais j'ai trouvé, j'ai deux choses à faire. Je veux remplir ma combo, ma liste par l'étudiant trouvé. Alors ma liste, si je fais beaucoup d'exécutions, de recherche en ayant la fenêtre ouverte, ma liste elle peut se remplir au fur et à mesure de plein d'étudiants. Moi, il faut que en tant que codeur, il faut que je vide ma liste à chaque fois qu'on clique sur une recherche pour dire j'efface les étudiants que j'ai trouvés dans la recherche précédente. Donc je vais commenter, vider la liste de recherche. Alors, les combos, les listes à dérouler ou les champs qui s'appellent listes sont des listes ouvertes déjà. On les utilise avec des fonctions qui commencent toutes par liste. Donc, comme c'est du français, c'est vraiment facile. J'ai une fonction qui s'appelle list supprime tout et pas list supprime. List supprime, je dois lui dire je veux supprimer qu'un élément de la liste. List supprime tout, c'est pour vider entièrement ma liste si jamais elle est déjà remplie. Et il me suggère toutes les listes de ma fenêtre, j'en ai qu'une seule, j'ai pas à taper. Ce list supprime tout, dans les langages comme Java ou autres, en anglais on dit remove all. C'est la même chose sauf que c'est en anglais. Si j'allais faire F1, je trouverais le nom en anglais si, je rappelle, vous préférez raisonner en anglais. Donc là, je vide la liste, elle est vide. Et maintenant, comme je suis dans la branche vraie, je sais que ma liste, je vais lui rajouter un étudiant. Donc ici, ajouter étudiant trouvé. À la liste. Donc on a toujours liste. Là, on vient de faire liste supprime. J'ai une autre fonction qui dit liste ajoute. Donc je le prends dans la liste, dans la suggestion. Je fais liste ajoute. Dans quel combo je vais ajouter, il me la suggère. J'ai qu'à double-cliquer dessus. Maintenant, il faut que je lui dise qu'est-ce que j'ajoute. Et ben, je lui dis quelle est la cellule que je prends. Donc là, je vais rester là 2 secondes. Imaginez que je vais lui rentrer dans le test Ben S1.
Quand il va trouver cette ligne-là, imaginez qu'en mémoire, c'est celle qui est sélectionnée, je lui dis que je veux mettre dans la liste, par exemple, le nom et la ville de l'étudiant trouvé. Donc, je dois lui dire, dans le fichier étudiant, donnez-moi la rubrique, la colonne nom étude plus ville étude. Donc, comment je dis ça? Je donne pas juste le nom de la colonne, je donne le nom du fichier, point, et il va me suggérer en vert ici les noms des colonnes. Je dis, le code d'étudiant, c'est pas la peine que je le montre parce qu'il a été tapé. Je dis, je veux le nom. Mais je veux que le nom soit suivi par la ville. Par exemple, je vais dire le nom plus tiré plus. Donc, on dit qu'on fait une concaténation. Et je tape de nouveau étudiant point. Et là, je lui dis la ville. Comme ça, on verra que la personne habite dans telle ville. Donc, c'est juste un choix de ma part. Après, vous prenez donc l'enregistrement trouvé dans la base et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'afficher dans une combo comme moi. On peut l'imprimer, on peut l'envoyer par email, on peut le modifier, etc., etc. C'est tout ce qu'on a à faire. Si par contre, l'étudiant, ah oui, pardon, j'ai pas oublié, j'ai pas fini. On a créé ici, je bascule, restez là. Ici, on a créé un petit libellé et je voudrais mettre dedans qu'on a trouvé un seul étudiant. Alors, je vais revenir dans mon code. Le libellé, je donne juste son nom, recherche, et je vais marquer ici, je sais que j'en trouve qu'un seul, je vais marquer ici un étudiant trouvé. Je vais marquer juste étudiant. Dans le cas où on m'a donné un code qui n'existe pas, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ici juste le libellé, je lui mets dedans aucun étudiant trouvé. Je sauvegarde. Donc on a à peu près un code qui fonctionne. Donc je vais faire quoi? Ben, je vais tester ce code-là avec le bouton Go en haut à gauche pour tester que la fenêtre. Je lance. Alors, vous voyez que moi sur mon PC, j'ai gardé la visionneuse, le fichier, l'outil WMAP ouvert. Comme ça, je vois les codes en arrière-plan. Je vais rentrer ici Benz, je respecte les majuscules minuscules. Benz NS1 et je clique sur le bouton chercher étudiant par code. Regardez, il me dit un étudiant. Si je déroule la liste, j'ai Ben Slimane qui habite à Casablanca. Maintenant, si je change, je lui dis Mac R3, R1, pardon. Et je clique sur de nouveau chercher étudiant. Il me dit un étudiant et là je vois McDonald's New York. Donc ça fonctionne. Alors si je voulais être puriste, c'est normalement, même dans le cas où je trouve pas, il faut que je vide la liste aussi. Donc ce code-là de vider la liste, il faut que je le fasse dans le cas où je trouve, dans le cas où je le trouve pas. Donc je vais le couper d'ici, CTRL X, et je vais le mettre avant de rechercher. Comme ça, dans tous les cas de figure, donc j'ai fait juste CTRL X pour le couper, CTRL V pour le coller, et comme ça, on fait du code propre. Alors maintenant, ça, c'est lorsque vous recherchez un enregistrement avec une clé unique, c'est la fonction asli recherche. Alors on continue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu ma combo, je vais descendre un petit peu mon libellé, et je vais maintenant faire un copier-coller de ce bouton-là, je fais CTRL-C, je clique dans le vide, CTRL-V, donc je peux copier un champ. Et ce champ-là, je vais double-cliquer dessus pour voir sa description. Donc je double-clique dessus. Et lui, je vais lui donner comme nom, chercher par exemple, ville. Je pourrais le faire par nom ou par pays, ça sera exactement pareil. Nous, on va choisir un au hasard. J'ai choisi la ville, j'aurais pu choisir le nom, j'aurais pu choisir le pays. Et je vais adapter le libellé. Donc ça, pourquoi je le change? Pour que deux boutons ne perdent pas un nom informatique identique. Il faut que les boutons informatiquement soient différents. Ici,
c'est ce que voit l'utilisateur. Je marque ici, recherche étudiant par ville. Je fais appliquer, je fais OK, et je vais rentrer dans le code. Donc, clic droit, code. Et ben, quand je copie un bouton ou un autre bouton, il me garde le code. Alors ici, je peux adapter, dire par ville, par sa ville. Alors maintenant, le problème que j'ai, c'est que si je continue à faire ça, alors je vais faire semblant, mais c'est pas le code, c'est pas l'instruction que je vais garder. Ici, je vais lui dire, je vais chercher par la rubrique, la colonne ville étudiant. Et si je lui dis ça, comme ça ne cherche qu'un seul enregistrement, il va me trouver. Imaginez que je rentre Casablanca. Regardez notre fichier. Casablanca, il y en a deux. Il y en a, non, pardon, si je change Dakar. Dakar, il y en a un ici, Oliver. Et il y a Oliver Diarra en deux. Avec Ashley Recherche, je ne trouverai qu'un seul étudiant. Alors, comment on fait quand on sait qu'on va trouver plusieurs enregistrements, plusieurs lignes de table et que je dois les afficher? À ce moment-là, je vais enlever le si et le fin, dire c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Et je vais mettre un commentaire. Si on recherche plusieurs en règle dans un fichier, le mieux, c'est utiliser une requête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une requête? Donc, c'est de l'SQL, une requête SQL. Alors, pareil, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait de la programmation et avec de l'SQL, moi, j'ai déjà fait du Java, du Python. Quand je voulais interroger une base de données, on a le droit de le faire que par SQL. Je faisais une chaîne de caractères, je mettais la requête SQL dedans et je mettais donc l'SQL à l'intérieur du Java. Donc, j'avais deux langages en même temps et j'envoyais donc la requête par une instruction Java vers la base de données qui me répondait. Donc, j'étais obligé de connaître l'SQL parfaitement. WinDev vous dit, vous pouvez aussi, si vous aimez taper une requête SQL, la stocker dans une variable et l'envoyer, mais WinDev veut toujours aller vite, il vous dit, mais je peux vous masquer, vous cacher l'SQL, je le génère à votre place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le code dormir ici. On va aller voir l'explorateur, on va créer une requête grâce à un assistant graphique. Donc, vous me suivez ici, à gauche. Vous voyez notre explorateur dans le dossier fenêtre. J'ai une fenêtre qui s'appelle FNBD. Vous descendez un peu plus bas. Vous allez trouver un dossier qui est vide pour l'instant, dans lequel, et qui s'appelle, pardon, requête. Je clique droit sur requête et je choisis nouvelle requête. Et là, si vous avez fait un peu de l'SQL, vous retrouvez un petit peu les choses qu'on fait sur une base de données. Ceux qui sont débutants parmi nous, ce choix select, ça veut dire que j'interroge, je veux juste lire les données, mais pas les modifier. Insert, c'est lorsque je veux faire une requête pour ajouter un étudiant, dans mon exemple. Là, c'est update, c'est pour modifier un étudiant, modifier la ville ou le pays ou les deux. Delete, comme son nom l'indique, c'est pour envoyer une demande de supprimer un étudiant. Et après, je peux taper du code SQL directement, etc. Nous, on veut faire juste interroger, donc on reste à le choix select. Suivant. Et là, il y a un assistant qui s'affiche, très joli, très efficace. Tout en haut, en bleu, il me dit comment vous voulez appeler votre requête. Parce que le nom que je donne à ma requête, ça va être un petit fichier qui contiendra SQL. Et ce nom-là, je vais l'utiliser dans mon code du bouton. Et préfixe les requêtes par rec, je le laisse comme ça. Moi, je rajoute un rec underscore, chercher étudiant par ville. Alors, il faut que ça soit collé, hein. On n'a pas le droit de mettre des espaces. Et moi, j'aime bien donner des noms à rallonge parce que le but, c'est que les noms des objets, des requêtes, des boutons soient très parlants. Donc, ma requête va s'appeler rec underscore chercher étudiant par ville. Maintenant, je lui dis ce que je vais faire. À gauche, je choisis le ou les fichiers dans lesquels je vais chercher. Moi, j'en ai qu'un seul. En dessous d'analyse, j'ai étudiant. Je déroule avec la petite flèche étudiant pour voir les rubriques. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux d'abord la colonne, la rubrique sur laquelle
je vais faire la recherche. Je double-clique dessus, elle est sélectionnée, elle vient au milieu. Et qu'est-ce que je veux d'autre? Quand je trouverai les étudiants d'une ville, j'aimerais bien afficher leur nom. Donc je vais prendre à gauche le nom, je double-clique sur le nom, ici. Et ce que je voudrais aussi, c'est le pays. Donc je choisis à gauche le pays, je double-clique, il vient là. Alors maintenant, il faut que je lui dise, mais je veux pas tous les étudiants, je veux celui qui a la ville qui a été saisie. Donc je viens sur la colonne ville, la rubrique ville, et je regarde les boutons à droite. Une fois que j'ai sélectionné ville étudiant, je vais choisir dans les boutons à droite le bouton conditions de sélection. Je clique et il me dit est-ce que vous voulez modifier une sélection, j'en ai pas, ou est-ce que vous voulez une nouvelle condition. Je clique sur une nouvelle condition et il va me dire vous voulez faire une condition sur la ville étudiante, c'est-à-dire une recherche sur la ville étudiante, et vous voulez refaire une recherche pour dire c'est égal, supérieur, inférieur. Moi je dis je cherche l'égalité. Et est-ce que vous voulez rentrer une valeur en dur? Je ne chercherai que Casablanca, que Paris, ou est-ce que vous voulez que ce soit un paramètre? C'est-à-dire paramètre, c'est qu'on l'envoie par programmation le nom de la ville, qui sera toujours différent, et on trouvera. Donc je choisis paramètre, il me dit le paramètre, je vais l'appeler param ville étudiant. Généralement, on ne le change pas, on le laisse comme ça, et je fais OK. Et vous voyez ici dans l'assistant de requête, il rajoute un petit chiffre ici, à droite de la rubrique, ça veut dire première condition. Dans des fichiers très complexes, je peux rajouter une deuxième et troisième pour faire des conditions avec des et. Je veux que la ville ce soit ça et le pays ce soit ça, etc. Maintenant, je peux faire plein de choses. Par exemple, quand j'aurai les étudiants, j'aimerais bien qu'ils soient triés par ordre alphabétique, par le nom qui commence par la première lettre de l'alphabet jusqu'au dernier. Donc, je prends la rubrique étudiant et là, je fais pas une sélection, je fais un tri. Donc, je la sélectionne en bleu et je vais à droite dans les boutons, je cherche tri. Il me dit, est-ce que vous voulez trier sur la rubrique sélectionnée? Je clique oui. Et il va me demander, est-ce que il va les trier en croissant, c'est-à-dire les noms de A à Z, ou alors les noms de Z à A. Je laisse croissant, je fais OK. Et là, il met pas de chiffre, il met une petite flèche pour dire que c'est croissant. C'est tout ce que j'ai à faire dans mon exemple simple. Je clique sur le bouton OK de l'assistant. Et regardez, il va me demander d'abord avec cette petite fenêtre-là de confirmer le nom. Je peux le changer encore une dernière fois. Je dis non, OK. Et il me fait un petit schéma sympa qui dit quelle est l'origine des datas, c'est le fichier étudiant. Ici, il rappelle en vert la condition. Il me dit qu'il y aura un tri. Et en bas, il me dit voilà ce que vous allez avoir dans le résultat, la ville, le nom, le pays. Alors avant même de l'utiliser dans la programmation, je peux tester la requête, savoir si elle fonctionne, et si elle fonctionne pas, je corrige. Comment je fais ça? Je viens ici dans la partie vide, je clique droit et je choisis tester la requête. Il va me dire, ah, paramètres étudiants, vous voulez mettre quoi dedans? Je viens en bas, dire ici, on sait qu'il y a par exemple Casablanca, en majuscule, je tape Casablanca, et je vais voir s'il me ramène, parce que normalement on n'a qu'un seul étudiant à Casablanca. Je clique sur OK, et regardez, il me donne le résultat dans une fenêtre. Il y a un étudiant qui s'appelle Ben Slimane, il est au Maroc, Casablanca. Je ferme. Je vais faire un test avec une ville où il y a 2 étudiants. Rappelez-vous, on a 2 étudiants à Dakar. Donc je vais voir est-ce qu'il me ramène 2 étudiants. Je recommence, clic droit dans le vide, tester la requête. Là, en bas, je vais remplacer Casablanca par Dakar. Je clique sur OK. Et regardez, il m'amène Oliver et Oliver Diarra, Sénégal, Dakar, Dakar. Donc ma requête fonctionne. Je peux fermer cet onglet-là. Je n'ai plus besoin. Et je reviens dans mon code. On est dans quoi? Regardez, on est dans le bouton jaune. Recherche par ville. Cette fois-ci, à la place de faire H les recherches, je fais H exécute. Et j'ai plein d'instructions qui commencent par H comme les bases de données. Rappelez-vous que les instructions commencent par H, les instructions qui travaillent sur les bases de données, que ces bases de données, ce soit celles de WinDev ou que ce soit SQL Server, MySQL, etc. Et je vais chercher H exécute requête. Alors attention, je vais effacer pour vous montrer quelque chose. Et si je commence à taper juste H exécute,
je trouve H execute requête et H execute requête SQL. H requête execute requête, c'est une requête qu'on aurait créée préalablement. Nous, on en a, regardez à gauche dans l'explorateur, je déroule, j'ai une requête, donc un fichier qui contient déjà du code SQL. Alors que l'instruction H execute requête SQL, c'est que vous n'avez pas déjà une requête de fabriquer, vous allez taper directement dans le code select étoile from, c'est-à-dire du code SQL à l'intérieur. Donc je choisis H execute requête. Il va chercher toutes les requêtes de mon projet, il trouve qu'une seule, et me la suggère, je la prends. Virgule. Il me dit comment vous voulez exécuter la requête. Là, c'est trop technique. Je vais pas tout vous donner. Vous dire simplement, il me dit est-ce que vous voulez utiliser un mot transactionnel ou pas? Est-ce que vous voulez que la requête puisse s'interrompre, etc. C'est tout ça, on peut le détailler quand on veut savoir des problèmes de sécurité, des problèmes d'interruption de connexion, etc. Nous, notre exemple simple, on va dire prenez le mode d'exécution par défaut. Je choisis H requête défaut. Je double-clique. Virgule. Et là, il faut lui donner le paramètre. Donc là, vous me suivez, vous me faites confiance. Mais la doc, il me dit qu'en troisième, nous, la ville, elle vient de la CISI. Donc, elle vient de SAI recherche. Voilà, donc mon instruction est là. Là aussi, si j'approche ma souris de H execute requête, je vois une petite bulle qui me dit que cette instruction, elle renvoie un vrai. C'est comme tout à l'heure avec l'instruction H de recherche. Je vais faire ainsi. Et je vais aller tout à fait, donc je vais dézoomer un petit peu, et je vais aller tout à fait à la fin dire si la requête finit par un vrai, alors, ça veut dire si il a réussi à exécuter, il n'y a pas eu de problème de connexion, si la base de données est distante par exemple, il n'y a pas eu un problème d'erreur dans la requête, il arrive ici. Sinon, c'est qu'il n'a pas pu exécuter la requête pour une raison inconnue. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme tout à l'heure. Donc ici, vider la liste. Alors, on repart comme tout à l'heure. Donc ça, vous savez le faire. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien sur la vidéo. Je vais faire liste supprime. Je vois dans la liste, dès que je vois dans la liste, je prends, je tape pas tout, liste supprime tout, je double-clique. Et la combo, il est suggéré, je double-clique. Donc je vide ma liste si jamais elle contient des étudiants de la recherche précédente. Et là, je lui dis, parce que je ne sais pas à l'avance si la requête m'amène un étudiant ou plus, je fais une boucle pour, une boucle for, comme on dit, et je donne simplement le nom de la requête. Pour tout, alors pardon, j'ai oublié tout, pour tout, je donne le nom de la requête, underscore, normalement il devrait me la trouver. Bon, s'il ne me la trouve pas, je vais la copier ici. Non, il n'a pas pris la copie. Donc, je copie que ça, le nom de la requête, CTRL-C, CTRL-V, je l'amène ici, et je fais Enter, il va me faire ça. Donc là, c'est une boucle qui se fait toute seule. Une fois que j'ai exécuté la requête, il va prendre le premier étudiant qu'il a trouvé, il va me le mettre ici, et moi je fais ce que je veux avec. Il va, à la fin, quand il arrive à la fin, prendre le deuxième étudiant qu'il a trouvé, il va exécuter ce que je lui demande de faire avec, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien, il sort. Alors, qu'est-ce que je ferai ici, moi? Ajouter étudiant à la liste. La même chose que tout à l'heure, remplir une combo, c'est liste ajoute, ça rajoute un élément. Le nom de la combo, il me la suggère, j'en ai qu'une seule. Et qu'est-ce que j'ajoute dedans? Et ben là, on ne donne pas le nom du fichier, parce que c'est la requête qui l'a cherché. Donc il faut lui donner le nom de la requête. Si je veux pas continuer sur la ligne, je peux faire Enter, lui donner le nom de la colonne, mais le nom de la requête, mais qu'est-ce que je récupère? C'est les éléments que j'ai mis dans ma requête. Vous les voyez en vert. Moi, je vais prendre, j'ai demandé de voir que la ville et le pays. Donc, je prends, et le nom. Je prends le nom de l'étudiant, virgule, je peux changer de ligne. Je lui donne encore le nom de la requête par copier-coller. Donc, moi, j'ai toujours dans le presse-papier. Je lui dis, je veux pas la ville, le pays. Je prends pas la ville parce que ça a été tapé dans la recherche. Je prends le pays.
Et je vais mettre entre les deux, ici. Ah oui, alors donc les virgules, là, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse des concaténations. Donc je lui dis, je veux le nom d'étudiant tiré. Et là, quand je ne fais pas des virgules, je fais des concaténations, il faut que je lui dise que je continue sur la ligne suivante. Il faut que je tape 3 petits points, sinon il va râler. Donc, c'est comme si j'ai tapé ça sur la même ligne, mais vous verrez pas dans la vidéo ce que j'ai tapé. Mais tout ça, je lui dis, pour rajouter d'abord le nom de l'étudiant, et vous le concaténez, c'est-à-dire vous, dans la même chaîne, mettez un tiret, et après le pays. C'est tout. Et après, sinon, c'est-à-dire qu'il a rien trouvé à ce moment-là. Ah oui, là, pardon, il nous manque un truc aussi ici. Quand on va finir de rajouter ici, afficher nombre étudiant trouvé. Alors ici, on a toujours le libellé, libre recherche, égal. Et cette fois-ci, la requête que j'ai exécutée, je peux faire une fonction qui me dit, qui demande, il y a combien d'enregistrements qui ont été trouvés dans la requête. Cette fonction, elle s'appelle HNBR, vous voyez, ça veut dire, si vous oubliez le H, c'est nombre d'enregistrements, le nombre de lignes trouvées, et je lui donne rec underscore la requête. Si par exemple je tape on va tester avec Dakar, il va trouver qu'il y a 2 lignes, il y a 2 étudiants Dakar, le HNBR il va me renvoyer 2. Si je tape Casablanca ou New York, le HNBR nombre d'étudiants il va me trouver 1. Et moi je vais donc dire le nombre et je vais rajouter plus espace pour que par exemple 2 espaces étudiants ne soient pas collés, étudiants. Alors bien sûr, si il trouve un étudiant, il va me faire un étudiant avec pluriel, je peux faire mieux que ça. C'est tout. Sinon, je vais lui dire, si la requête s'est mal passée, je vais marquer ici, aucun étudiant. Alors la même optimisation que tout à l'heure, on l'avait dit, mais je ne l'ai pas encore fait ici, c'est se vider la liste, il faut le faire avant le si pour que ça marche aussi dans les deux cas. Donc, j'ai oublié de le faire. Si vous voulez bien, vous coupez ce liste supprime, on le coupe CTRL X et on le met avant le si. Voilà. On vide la table quoi qu'il arrive. Voilà. Je dézoome pour que vous puissiez voir tout le code d'un coup, mais ça va faire petit. Je vais essayer de descendre le maximum de place. Voilà. Ici, on va réduire encore un maximum. Voilà, notre code, normalement, il est complet. On va voir maintenant si ça se confirme avec l'exécution. Donc, je fais un CTRL S pour sauvegarder. Je teste avec le Go en haut à gauche pour tester que la fenêtre. La fenêtre s'affiche. Donc, cette fois-ci, le critère, c'est une ville. Je rentre en majuscule Casablanca. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Je clique pas sur rechercher par code, mais rechercher par ville. Il me dit un étudiant avec un S, je pourrais améliorer mon code pour qu'il fasse au singulier. Je regarde, Mesliman Maroc. Je rentre Dakar. Je clique de nouveau, recherche étudiant par ville. Il me dit 2 étudiants. Et regardez, Olivier et Diarra au Sénégal. Ça fonctionne très bien. On ferme la fenêtre. Donc, on peut faire la même chose avec rechercher sur le pays. Ça restera le même principe. Si je voulais rechercher sur le pays, je ferai une autre requête qui s'appellera rec recherche étudiant par pays. Et je dirais que le paramètre, c'est la recherche sur la colonne pays. Exactement de la même façon. Et le code, il n'y aura qu'à copier-coller ça et remplacer le nom de la colonne par celle qui recherche par pays. Voilà donc pour la partie base données locale. Donc, je ferme mes petites fenêtres là. Ici, le petit fichier, la visionneuse WDMap, je vais la fermer aussi. Je vous ai promis que on va voir comment on utilise une base de données distante. Donc, je reviens ici. Et ici, donc, on a utilisé la partie gauche. Maintenant, quand on veut créer une base de données distante,
En réalité, on ne crée pas la base de données dans WinDev. La base de données, on la crée sur le serveur. Alors, soit le cloud, soit un serveur à vous. On crée la base de données vide et après, dans le code de WinDev, on lui dit les tables qu'on veut créer ou on utilise les tables, les fichiers qui existent déjà. Donc, moi, j'ai déjà un, un compte de PCS Cloud. Donc, j'ai déjà une solution HFSQL chez PCSoft. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais faire. Alors, il faut d'abord que je retrouve mes identifiants. Vous me donnez 2 secondes. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sur mon tableau d'administration. Donc ici, je vais aller me connecter sur le site pcscloud.net. J'arrive ici, je demande en haut à droite tableau de bord. Donc j'ai un identifiant et un mot de passe pour rentrer. Je fais se connecter. Et je rappelle que PCS Cloud, ça permet de créer des bases de données, de travailler dessus, mais ça permet de déployer des sites web, etc. Tout ça, vous prenez ce que vous voulez. En fonction de ce que vous prenez, vous payez plus ou moins cher. Donc, je vais descendre en bas, tout à fait en bas, pour trouver les boutons qui permettent de faire soit aller voir mes sites web, soit voir la base de données, jusqu'à trouver donc ici le bouton qui dit administrateur HFSQL. Je clique sur le bouton à droite. J'arrive ici. On me dit comment il s'appelle votre serveur. Là, le serveur ici, il a un nom donné. J'ai ici le port parce que, rappelez-vous, ceux qui connaissent pas, sur un serveur, une machine physique, Windows, Linux, autre chose, il y a serveur de base de données, serveur réseau, serveur d'impression. Chaque logiciel qui s'appelle serveur, et on ne parle pas de serveur à la machine, chaque serveur logiciel, il écoute les demandes. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est pour les bases de données? C'est pour moi. On dit qu'ils écoutent sur des canaux qu'on appelle les ports. Et ici, c'est le port. Donc ici, il faut que je trouve mon mot de passe. Mon mot de passe, je vais le copier quelque part. Et donc, je l'amène ici. Et je dis connexion. Et regardez, donc, il m'amène ici. Je vois mes bases de données. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 bases de données. Je peux créer une nouvelle base de données ici, que je vais appeler BD Best. Je vais l'appeler BD ici comme ceci, en minuscule, s'il veut bien. BD Best WinDev, comme le nom de la chaîne. Et je fais créer. C'est tout. Il me dit que c'est créé. Je vois son nom quelque part ici, là-haut, donc le lien ici. Vous voyez, je suis sur le serveur, je suis dans la base de données, là où je bouge ma souris. BD Best WinDev. Et les fichiers, j'en ai 0. Je peux donc soit les créer ici, soit les créer par WinDev. Donc, je vais basculer dans WinDev. Il faut que je me connecte avec WinDev à cette base de données. Donc, je vais retourner là où on était tout à l'heure. Donc, ici. Alors, je vais retourner. Je suis en train de cliquer tout à fait en bas à gauche sur l'onglet qui me donne la base de données. Ici, 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 ici. Donc ici, vous voyez une base de données qui s'appelle ma BD. Ça, c'est la base de données locale. On n'en parle pas. Je vais réduire les flèches. Ici, on n'en parle pas. Moi, je vais utiliser un outil supplémentaire. Depuis tout à l'heure, on a utilisé WDMap qui permet de voir des fichiers. Mais j'ai un autre outil qui s'appelle à sa gauche, qui s'appelle ici HFSQL. Donc, je vais cliquer sur cet outil qui s'appelle HFSQL. On appelle ça centre de contrôle. Je clique dessus. Et là,
je vais avoir des connexions que j'ai déjà utilisées, ou je peux lui dire, grâce à ce bouton, se connecter à un serveur HFSQL. Je lui donne le serveur, donc je vais aller le chercher. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ici, mon serveur, il porte ce nom bizarre. Et non, ici, pardon. Ce nom bizarre ici. Donc, dans WinDev, je lui dis, grâce à cet outil HFSQL, ce nom-là, le port est déjà marqué. Je lui donne l'utilisateur ici. Je lui donne le mot de passe. Donc, il n'est plus stocké, donc je vais le rechercher. Je lui donne le mot de passe. Et quand j'ai donné ça, je vais juste dérouler la base de données ici, en espérant que j'ai bien fait les choses. Alors, est-ce que j'ai un bouton? Non, j'ai pas de bouton standard. Ici, admin. Où est-ce que je lui dis que c'est OK? Je fais Enter. Et ici, trois petits points à droite de la base de données. Et voilà, il me trouve toutes mes bases de données. Et il trouve ma base de données BD Best WinDev. OK. Voilà. Donc, un outil qui est donné dans WinDev, si on vous donne le nom du serveur, le nom de la base de données, non, l'utilisateur et le mot de passe, vous donnez toutes les informations, vous cliquez sur trois petits points, il va vous trouver toutes les bases de données de votre serveur et vous choisissez celle sur laquelle vous travaillez. Donc, je vais simplement dire OK. Elle va venir s'ajouter ici pour les prochaines fois. Je n'aurai pas besoin de le faire. OK. Et cet outil-là va à un moment donné se connecter au serveur distant. Voilà. Il se met sur le serveur distant. Il me montre toutes mes bases de données. Et regardez ici, la base de données en haut à gauche, Best WinDev, BD. Il me montre ici. Et si je regarde ce que j'ai dedans, je n'ai pas de petite flèche pour regarder les fichiers. Donc, elle est vide. Donc, je vais laisser cet outil ouvert comme ça. Et je reviens dans WinDev. Dans WinDev ici, je vais demander à créer une connexion. Non, pardon, je ne demande pas de créer une connexion. Je vais aller retourner dans ma base de données. Je vais cliquer sur ma base de données. Je vais faire clic droit, ouvrir l'analyse. On a déjà un fichier étudiant. Je peux lui dire, je veux maintenant utiliser un autre fichier. Donc, je clique dans le vide. Je veux créer un deuxième fichier. Je clique dans le vide. Je fais clic droit. Et je choisis nouveau fichier de données, c'est-à-dire une nouvelle table SQL. L'assistant va me dire, vous voulez créer un nouveau fichier? Je dis oui. Suivant. Que je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler simplement, par exemple, notes. N-O-T-O-S, les notes d'étudiants. Je lui dis qu'un enregistrement, c'est une note. Je vais lui dire, OK, faites-moi des identifiants. Et je lui dis cette fois-ci que le fichier va être sur PCS Cloud. Ça veut dire que si vous commencez à comprendre, dans une application WinDev, je peux travailler sur des tables qui viennent de plusieurs origines. Je peux avoir une table qui va être dans la base de données locale du smartphone, et je peux avoir une table qui vient du cloud de PCSoft, et je peux avoir une table qui vient d'SQL. Ce n'est absolument pas gênant pour WinDev. Donc, je choisis ça. Suivant. Il va me dire de nouveau, donnez-moi le serveur. Donc, je vais répéter de nouveau ce que j'ai fait tout à l'heure. Je prends le nom des serveurs ici. Je lui donne. Je lui donne le mot de passe. Donc, il faut que j'aille le rechercher de nouveau. Tac. Et je déroule simplement la liste des bases de données. Il me dit quoi? La connexion au serveur a échoué. J'ai peut-être donné quelque chose qui n'est pas bien. Alors, je vais recopier ça. Ah oui, c'est le nom de serveur qui est pas bon. J'ai pas choisi la bonne. CTRL C. Le nom du serveur, c'est ça. Pourquoi il me garde ça? OK. Et je fais maintenant base de données. Voilà. Il me trouve dans quelle base de données je veux faire ce nouveau fichier. Je choisis
BDBest WinDev. La connexion, elle va apparaître dans WinDev, je l'appelle comment? Je l'appelle par exemple connexion BD Best WinDev. Donc ça, c'est le nom que je donne à ma connexion. Je vais dire dans le libellé, je mets la même chose, par copier-coller. Je fais suivant. Il me dit que c'est OK. Alors, regardez déjà la nouveauté. Donc ici, je vais marquer n'importe quoi pour aller vite, hein, parce on va juste voir que ça se crée, je peux l'utiliser. Je vais marquer par exemple ici, date note. Je lui dis que c'est une date. Je vais dire par exemple ici la note. Je vais dire que c'est du numérique. Alors après, il faut mettre le nom, le code de l'étudiant, il faut marquer la matière, etc. Je vais pas faire tout ça, c'est juste illustrer le fait que je peux créer une base de données distante facilement. Je vais en bas faire OK. Alors regardez la différence. Quand vous avez une table en local, elle est juste comme ça avec une couleur marron. Quand vous avez une table qui vient distante, vous avez ici, surtout sur le cloud, vous avez une information HFSQL client-serveur. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris un nouveau fichier, je refais la même manip, analyse et le menu génération, je choisis génération. Il va me dire, voulez-vous générer de nouveau, c'est-à-dire compiler, voir si tout se passe bien, je dis lancer. Il va faire un petit assistant, je ne fais que dire OK. Et quand il dit ici modification automatique, c'est-à-dire si j'avais des fichiers qui contiennent déjà des données comme celui d'étudiant et j'aurais changé des choses, il aurait été faire la modification. Là, il n'y a aucune modification, il me dit j'ai rien trouvé, c'est pas une erreur, c'est OK. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît sur mon explorateur en bas ici, sur mon explorateur qui s'appelle MaBD. MaBD en réalité c'est pas la vraie base de données, c'est juste le nom de l'analyse mais local. Mais en bas il m'a mis étudiant et note ici. Maintenant je vais aller voir est-ce que vraiment sur le PS Cloud il a créé ou pas à distance. Je vais basculer sur le web. Ici, tout à l'heure quand j'ai créé la base de données et elle s'appelle là-haut, vous voyez BDBestru, j'ai 0 fichier. Maintenant je vais demander à actualiser la page. Bon, il va me demander de retourner sur le site. Je vais lui donner, c'est la session qui a expiré. Je dois lui donner en même temps le mot de passe de nouveau. Donc c'est très exigeant. Tac, je reviens ici. Je lui dis redonnez-moi, voilà, redonnez-moi mes bases de données. Il me remonte mes bases de données, mais maintenant avec BDPest WinDev, je clique dessus. Et je vais lui dire ici où sont mes fichiers. Je vois qu'il n'en a pas pour l'instant. Les fichiers, connexion. Ah oui, j'ai oublié une phase. C'est normal, tout à fait normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour créer un fichier, il faut 3 étapes. On le crée, la description. On génère, ça compile, mais il faut exécuter le programme. Je rappelle que dans le code du projet, le P que vous avez là, je vais aller voir son code, il y a une instruction qui dit si le fichier n'existe pas, il faut le créer. Or, j'ai pas exécuté le projet, le fichier n'est pas encore existant, donc il a créé simplement le fichier étudiant, il faut que j'exécute le programme. Le projet est pas simplement la fenêtre, donc je vais aller cliquer sur le Go qui est à droite, en haut à droite. Il va me dire est-ce que c'est votre première fenêtre du projet, je fais OK, j'en ai qu'une seule. Il va afficher ma fenêtre. Je ne fais rien, je ne fais que sortir. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il exécute le code du projet, la fameuse instruction créer un fichier s'il n'existe pas. C'est tout. Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner voir s'il a créé vraiment le fichier. Je demande encore à actualiser. Alors, il va me dire encore des mêmes façons. Ici. Alors, je ne le vois pas ici. C'est parce qu'il met du temps à l'afficher. Je vais revenir dans l'outil qui est donné par WinDev et qui s'appelle ici, il a un bouton d'actualisation, le HFSQL, le centre de contrôle, j'actualise. Ici, je me mets sur cette base de données. Alors, normalement, ça devrait pas prendre longtemps à venir.
Actualiser. Voilà, ça finit par venir. Si vous regardez en haut à gauche, dans cet outil-là, là, je suis vraiment à distance. J'ai le fichier note. Alors, je vais regarder s'il a fini par apparaître aussi sur le web, sur le cloud. Donc, je ferme ça. Donc, ici, sur le cloud, je fais actualiser. Il va me dire encore que... Alors, sur le cloud, il met du temps à le voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je vais retourner ici pour lui dire je veux retourner. Donc, je vais prendre mon mot de passe. Je vais retourner sur mon serveur de base de données. Administrateur HMSQL. Je lui donne le mot de passe. Je fais connexion. Je vais dans BDBest WinDev. Et là, ça y est, il a fini par l'avoir. Regardez, j'ai mon fichier note à distance. Alors, comment je vais l'utiliser? Ben, c'est très simple. Ici, dans WinDev, lorsqu'on a utilisé la fenêtre ici, avec des recherches, je peux rajouter un bouton et je peux faire les mêmes instructions, telles que l'instruction les recherches, ou des requêtes sur le fichier. Et pour moi, qu'il soit en local, qu'il soit à distance, ça ne change rien. Les instructions sont toujours les mêmes. Voilà, mes chers amis, comment on fait pour créer une base de données locale ou distante assez simplement. Dans des prochaines vidéos, on fera de plus en plus des applications plus riches et plus complexes. On utilisera des bases de données avec plusieurs fichiers reliés entre eux. Mais le principe de créer un fichier, de le générer et de l'interroger par des requêtes ou par des instructions au W langage restera toujours le même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous donner le sujet de la vidéo 5. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me poser des questions ou de faire des petits commentaires sympas pour dire si ça vous a plu. Et surtout de liker. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater une vidéo. Très bonne soirée à vous. Au plaisir de vous revoir, chers amis codeurs, codeuses. À très bientôt. Au revoir.